Bonsoir à tous, bienvenue dans votre hebdomadaire Parlons-en, cette émission qui donne la parole à 4 co-débatteurs. Nous allons traiter de 4 sujets. Le premier, évidemment, Covid-19 sur l'épidémie qui devrait redémarrer. Le contrat sous-marin australien, la France s'est-elle fait berner? Le débat Mélenchon-Zemmour de ce soir, doit-on débattre avec un candidat non déclaré? Et la dernière, la primaire écologiste, concernant les Verts, est-ce qu'ils ont une chance pour les présidentielles 2022? Autour de la table, 4 co-débatteurs. Assina Amaoui, vous êtes élu à Saint-Gratien. Bonsoir, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous allez représenter les femmes, même si la parité n'est pas respectée. Je vous promets qu'aux prochaines émissions, nous ferons le nécessaire pour. C'est gentil. Merci à vous. Merci. Soyez la bienvenue. Maxime Bizary, vous êtes membre du Conseil national du MoDem. C'est ça. Bienvenue à vous. Merci. Éric Drouche, vous êtes élu à Nanterre et cadre de la sécurité publique. Bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Karim Alouache, vous êtes banquier d'affaires. Merci à vous. Bonsoir. Très bien. Concernant le premier sujet, Covid-19, l'épidémie qui devrait redémarrer cet automne, c'est Arnaud Fontanet, qui est épidémiologiste, qui nous le dit. Alors, la grande question, doit-on lever les restrictions sanitaires? Assina Amaoui, votre avis sur le sujet? Écoutez, lever les restrictions, moi je pense que nous sommes déjà en plein dedans. Et il y a restrictions et restrictions. Donc vous en avez certaines qui concernent le port du masque, etc. Au niveau des écoles, au niveau des commerces. Et par contre, les transports en commun, c'est un grand point d'interrogation. Vous entendez les gens qui râlent? Les gens râlent au quotidien. Je prends les transports moi-même. Ça râle au quotidien, effectivement. D'ailleurs, à ce propos, concernant le transport, on met souvent en exergue le fait que dans le RER, le matin, c'est bondé de monde et pour le coup, les distanciations sociales ne sont pas respectées. Est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe, justement? Bien sûr que si. On est quasiment les uns sur les autres. Écoutez, quand vous voyagez dans une rame qui est bondée, que ce soit le RERD, le RERC ou le tramway, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Hein. C'est vraiment... malheureusement, nous subissons en tant qu'usagers, mais ce qui n'est pas normal, c'est d'être dans le flou total. Et là, vous parliez d'un redémarrage de l'épidémie. Ça va coïncider avec les grippes, les gastro et puis tous les rhumes en tout genre. Donc ça n'arrangera rien du tout. Donc c'est assez paradoxal. Maxime Bizary, je voudrais bien avoir votre avis sur le sujet. Pensez-vous qu'on doive justement lever ces restrictions sanitaires? Alors, cette intervention intervient dans un cadre intéressant qui est la mise en comparution d'Agnès Buzyn pour ne pas avoir fait assez, il semblerait, au début de l'épidémie. Donc, trop, pas assez? On essaye de trouver un juste milieu? Aujourd'hui, en tout cas, ce qui prime, c'est la ceinture et les bretelles. Il faut quand même voir ce qui peut être encore accepté par la population. À la question, est-ce qu'il faut lever les restrictions? Oui, la question, c'est quand. On peut encore se donner du temps pour voir si ce redémarrage aura effectivement lieu au début de l'hiver. S'il n'a pas lieu, la question se reposera. Et je pense que dans l'exécutif, on regarde ça comme le lait sur le feu. Et au premier signe, effectivement, qu'il n'y aura pas de redémarrage durable et que le taux de vaccination sera significatif, on lèvera les restrictions. Elles n'intéressent personne. C'est un mal nécessaire, le pass sanitaire. Donc moi, je suis confiant pour que fin de l'hiver, si effectivement ça n'a pas redémarré, fin de l'hiver, quelque chose comme fin novembre, on puisse voir la fin de ces choses. Le pass sanitaire qui d'ailleurs a été contesté à certains endroits et qui n'est plus effectif à certains endroits du fait des décisions de tribunaux administratifs. Mais vous parlez d'un mal nécessaire, mais est-ce que vous entendez la grogne justement de toutes ces personnes qui ont le sentiment qu'on les prive de beaucoup de liberté? Évidemment, mais gouverner, c'est choisir entre différents mots. On voit aussi qu'il y a eu une grogne quand les Français ne se sont pas sentis suffisamment protégés. Aujourd'hui, l'arbitrage, c'est de dire que ces mesures ne peuvent pas être retirées immédiatement parce qu'elles pourraient revenir et personne n'accepterait qu'elles reviennent. Ça montrerait un défaut et ce serait d'autant plus difficile à accepter. Éric Drouche, plus de restrictions ou moins de restrictions? Alors moi, ce matin, j'ai écouté attentivement Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui a parlé, c'est une première pour moi, et sur le fait que le gouvernement avait réfléchi sur le taux d'incidence et en fonction des régions. Aujourd'hui, il est donné le chiffre de 71%. On doit faire du sur-mesure par rapport aux départements qui sont le plus impactés?
Oui, pensez on qu'on devrait... doit adapter. D'autres pays ont eu des bons résultats en adaptant, en faisant des zones, en faisant un découpage, en créant des systèmes intelligents. On a des technologies, on a des gens qui ont des capacités importantes dans tout ce qui peut nous permettre d'analyser les situations au cas par cas. Et comme me disait ma collègue tout à l'heure pour les transports, Paris et l'Île-de-France doit être regardé comme une zone avec un nombre de populations importantes, avec des rencontres importantes à des endroits clés. Et tout ça, ça doit être pris sur le taux d'incidence. Donc vous prenez une procédure adaptée en fonction de la gravité du Covid dans les régions, dans les départements qui sont, Exactement. qui sont plus touchés. Si un département a un taux le porte-parole ce matin, il parlait de 50, je ne sais plus exactement si c'est 10 000 habitants, mais je pense que c'est ça, 50. Donc si on est sur un faible taux, c'est pas assuré, mais on va aller vers une levée des... Mais s'il y a un relâchement, est-ce qu'on risque pas justement sur ces départements d'avoir un relâchement et pour le coup les gens seraient peut-être un peu plus contaminés et pour le coup ça redonnerait encore un coup de fouet à ce Covid? Après, il n'y a pas de solution miracle parce qu'à partir du moment où on fait le choix de permettre à tous nos compatriotes de pouvoir circuler sur le territoire national et dom-tom à leur guise, le Covid il circule, parce que les gens circulent. Il y a des pays qui ont fait d'autres choix, je pense à l'Irlande par exemple, où depuis le début, le premier jour où l'épidémie a été déclarée en Irlande, les habitants n'ont pas le droit de quitter leur circonscription. Donc ce sont des choix politiques, ce sont des choix régionaux, ce sont des choix, je ne dis pas qu'ils sont meilleurs ou qu'ils sont moins bien, c'est que, comme a dit aussi mon collègue tout à l'heure, c'est une question politique, c'est une question de décision, c'est une question de projet, c'est une question de mise en place. Voilà, moi je crois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière nous, où on a pu gérer, et je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, parce que c'est quand même une chose inédite, un virus inédit, avec des problématiques complexes, avec des données qui étaient complexes aussi, on n'avait pas tous les éléments. Donc moi aujourd'hui, je me réjouis de voir qu'il y a une ouverture sur du cas par cas, avec une analyse sur des situations de territoire, sur des situations particulières. Voilà, parce qu'au départ, on gère le tout venant. Quand on prend des responsabilités, on est obligé de faire des concessions, même si ce n'est pas ce qu'attend la population. Maintenant, je pense qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus raisonné parce qu'on a beaucoup plus réfléchi. Le gouvernement a beaucoup plus de données, beaucoup plus d'analyses. Et je pense qu'on va aller quelque chose de plus apaisé, de plus facile à vivre pour tout le monde et pour l'intérêt de tout le monde. Et peut-être plus de recul. Karim Alouache, alors vous êtes un rescapé du Covid, Oui. Vous avez été contaminé lors, je suppose, au moment de la tenue du bureau de vote des municipales du premier tour. Oui, tout à fait. Lors du premier confinement, vous avez été dans le coma, Oui. il y a eu des séquelles, vous pouvez nous en dire un petit peu plus de cette situation et ensuite nous donner votre avis sur ces restrictions. Est-ce qu'il faut durcir, est-ce qu'il faut un allègement? Alors, donc oui, moi j'ai contracté, j'ai été malade quelques jours après le premier confinement et j'ai été plongé dans le coma le 26 mars, donc 10 jours après avoir tenu un bureau de vote dans lequel il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants. De toute façon, l'administration a été défaillante à ce niveau-là, puisque l'administration disait qu'il n'était pas utile. Je vous rappelle que c'est que le 4 avril que l'administration a dit que le masque était utile, jusque-là il n'était pas utile. Et aujourd'hui, je sortais de chez mon avocat et aujourd'hui on a la preuve que l'administration savait et elle avait un choix, soit dire à la population, il faut porter le masque, mais on n'en a pas, et passer pour un peu des personnes, des charlots, quoi, ou mentir. Et l'administration a fait le choix de mentir. Tout simplement, je rappelle un grand nombre d'assesseurs ont été les premières victimes du Covid et qu'à l'époque, on ne savait pas encore comment le gérer, comment le soigner. D'où l'inculpation de certains responsables et mon souhait, c'est que la vérité soit faite et que justice passe, parce que ce qui s'est passé est quand même extrêmement grave.
je ferai quand même grâce du mépris qu'ont ces représentants vis-à-vis des survivants, parce que les survivants n'en parlent jamais. Et croyez-moi que c'est pas simple hein, de vivre après ça. Je ne suis pas du tout dans l'état dans lequel j'étais quand je suis sorti du coma. Et oui, j'en ai des séquelles puisque je suis aveugle d'un œil aujourd'hui, total, donc je ne vois pas du tout, et que ça a quand même pas mal bouleversé ma vie, mais la vie de mon entourage, de ma famille, etc. Ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on a une solution qui s'appelle le vaccin. Et qu'on peut discuter de tout, mais pas des chiffres, et les chiffres sont là. Je veux dire, quand on est vacciné, on a 9 fois moins de chances de se retrouver hospitalisé d'abord, et 0 mort vacciné. Que répondez-vous aux anti-vax, justement, zéro mort. Qui font campagne contre la vaccination. Un pays comme le Danemark, qui a 93% de sa population vaccinée, a levé toute restriction aujourd'hui. Moi, ce qui serait terrible, c'est de lever pour refermer derrière. Ça serait terrible. Alors, ok, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 17 millions de personnes non vaccinées, dont 3% des personnes de plus de 85 ans. Pourquoi ils ne sont pas vaccinés? Parce qu'il faut aller les vacciner chez elles, et que rien n'a été mis en place, rien n'a été prévu pour aller les vacciner. Et 17 millions de personnes, si on relâchait tout demain, ça ferait plus d'une centaine de milliers de morts. C'est énorme, hein. Je rappelle qu'on a atteint les 120 000 morts, je crois. Mais pour moi, un mort de plus, c'est un mort de trop, en toute sincérité. Je pense qu'on a appris à vivre comme ça, et qu'on s'en sort pas si mal, même si c'est compliqué. Ce que j'aurais aimé, c'est que, par exemple, les entreprises qui avaient mis en place le télétravail permettent aux salariés de continuer pour ceux qui le souhaitent, au lieu de demander à tout le monde de revenir massivement. Parce que s'il y a aussi du monde dans les transports, c'est parce que les gens retournent dans les bureaux et tout n'est pas télétravaillable. Comment ? Tout n'est pas très télétravaillable. Non, mais je parle pour tout ce qui est télétravaillable et qui est non négligeable. Hein. Je vous rappelle que l'Île-de-France, la première activité de l'Île-de-France, c'est le tertiaire quand même, hein, et que c'est 22 ou 23% de la population française. D'où l'effort que devrait faire ce service, puisqu'il est éligible au télétravail. Voilà. Donc, mais les entreprises rappellent leurs salariés, alors à leur accorde, je crois, un jour, une demi-journée, certaines 2 jours, ça dépend de la générosité. Mais aujourd'hui, ça va bien mieux. Mais tout n'est pas réglé. Et tout peut exploser à nouveau. Je rappelle que ce n'est pas le nombre de contaminations, c'est le nombre de personnes qui vont être hospitalisées dans des lits de réa et qui vont occuper des lits qui ne pourront pas être occupés par ceux qui ont des pathologies lourdes chroniques, dont un certain nombre sont décédés aujourd'hui, pas du Covid, mais de ne pas avoir pu être soignés correctement et dans les temps. La deuxième chose, moi je ne vais pas rentrer dans le débat vaccin, pas vaccin, etc., je trouve fou. Je pense que si on n'avait pas de vaccin, on n'aurait pas ce débat, parce que tout le monde voudrait être vacciné. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que... Tout le monde l'a réclamé, le vaccin. Voilà, exactement. Mais et d'ailleurs, personnellement, je trouve fou et incompréhensible que des soignants refusent de se faire vacciner, alors que pour être infirmière ou être soignante, on est obligé d'être vacciné contre l'hépatite B, vaccin qui a fait beaucoup de polémiques et qui a eu des effets secondaires sur un certain nombre de personnes. Ça leur pose pas question. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est ça aussi. On n'a plus le temps de continuer comme ça. On ne peut pas continuer éternellement. Ça a un coût. Notre économie, notre gouvernement a, je dirais, fait le choix, et tant mieux pour les Français, avec le chômage partiel, avec le soutien aux entreprises, etc. Mais on ne peut pas tenir encore 1 an, 2 ans comme ça, c'est impossible. Donc il faut sortir rapidement, atteindre un taux de vaccination extrêmement élevé, pour passer l'hiver, j'allais dire l'hiver au chaud, mais un peu plus tranquillement. On est habitué, et je crois que raisonnablement, on peut continuer encore pendant quelques mois à faire ces efforts. Hassine Hamaoui, justement, lorsque vous entendez justement ce drame qu'a vécu Karim Alouache et aujourd'hui cette hypothèse de lever des restrictions sanitaires, ça vous fait peur justement, peut-être ce retour du nombre de morts et des saturations d'hôpitaux? Là, de toute façon, comme Karim vient de le dire, c'est très très difficile d'accepter un tel chiffre. C'est inimaginable. Donc des centaines de milliers de morts, même un mort de trop, enfin un mort de plus, c'est un mort de trop. Donc à un moment, voilà. Mais je voudrais rebondir aussi sur les transports en commun. J'insiste sur les transports dans le nord de Paris. Effectivement, on parlait de télétravail pour les entreprises qui pouvaient, donc les postes télétravaillables.
Malheureusement, sur certaines lignes de transport, les personnes, je pense, 93 sont très peu vaccinées. Il y a un réel souci. Donc, à un moment, c'est faire le nécessaire dès le départ. Dès le départ. Vacciner, soit aller chez les personnes âgées pour les vacciner, éventuellement les 3% manquants, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Donc à un moment, avant que ça explose, il faut vraiment trouver Éric une solution. Drouche, vous vouliez réagir? Ouais, moi en fait, bon, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit mon collègue, et c'est vrai que ça me fait froid dans le dos, parce que voilà, on peut pas se mettre à la place des gens, mais donc j'ai beaucoup de compassion et beaucoup de respect pour quelqu'un qui vit quelque chose d'effroyable, et je lui souhaite que sa santé soit bonne, et qu'il puisse avoir d'autres joies et d'autres choses plus agréables à vivre. Mais moi, il y a un truc que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire par rapport au vaccin, mais si j'ai une critique à faire au gouvernement, je profite de ce soir pour la faire, c'est que il y a des gens qui font des études de communication, il y a des gens qui sont très très forts apparemment dans les équipes, de pédagogie, vous pensez? mais j'ai trouvé que la communication, elle était lamentable. Je suis pas du tout formé en communication, c'est pas ma pratique, c'est pas mon métier. Mais par contre, si on gère les crises comme dans mon métier, comme on gère la communication par rapport au vaccin, on est mort, on est tous morts. Parce que les gens veulent pas se faire vacciner parce qu'ils y croient pas. Ils n'y croient pas au vaccin. Et quand on veut que les gens aillent se faire vacciner, il faut les rassurer, il faut leur expliquer. Parce que, voilà, la pédagogie, et il faut aussi parler de choses concrètes avec les risques. Et je termine là, voilà. Non, voilà. Donc moi je pense que le problème, il n'est pas technique. Pendant longtemps, on avait des problèmes de logistique. Il y a eu des défaillances, il y a eu des graves situations qui sont indignes pour un pays comme la France. Mais ça, moi, prendre les responsabilités, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux regarder l'avenir. Et l'avenir, c'est que maintenant, il faut dire la vérité aux gens. Il faut arrêter de mentir. Il faut dire la vérité. Et la vérité, c'est que le vaccin, on n'a pas d'autre solution. C'est la solution. Et il faut prendre des risques et il faut le faire. Ouais, moi, je vous rejoins totalement sur la communication. Et puis le rôle des médias dans tout ça, puisqu'on a vu des médecins être capables d'aller dire n'importe quoi. L'essentiel était d'être sur un plateau de télé. Et je le redis, ceux qu'on n'a jamais vus sur les plateaux sont les survivants, qui auraient pu être des porte-drapeaux et des porte-paroles pour dire ce qu'est la réalité. Moi, quand je me suis retrouvé dans le coma, j'avais rien, j'avais pas de pathologie, j'avais pas de cas de comorbidité, j'étais en parfaite santé. Vous étiez sportif? Je faisais beaucoup de sport. Ma vie était, je dirais, de quelqu'un qui pourrait se prétendre ne pas être en risque de faire un Covid grave. Et malheureusement, j'ai fait la version la plus grave, j'ai décompensé en quelques heures sans même ne rien sentir, puisque ce virus est sournois. Vous n'avez aucune sensation d'asphyxie et vous êtes à... Moi, j'étais à un taux de saturation à 67%. Vous imaginez? En dessous de 90, déjà, en principe, on est quasiment mort. J'étais à 67 et je ne ressentais rien, si ce n'est une certaine fatigue et lassitude. Donc, oui, ça peut toucher tout le monde, même des gens de bonne composition physique et en très bonne santé. Alors, vous allez dire, moi, ce qui m'a choqué, par exemple, ces derniers mois, c'est que vous avez des gens qui sont prêts à jouer à la roulette russe. Pas de chance, ok, il y en a qui vont mourir, c'est pas grave, on est prêt à le placer dès l'instant qu'on nous laisse nos libertés. Pour moi, la liberté des uns s'arrête où ma sécurité démarre, tout simplement, où la sécurité des autres démarre. La deuxième chose, vous avez raison sur la communication, parce qu'à la base, on est parti sur un mensonge. Les masques, on est parti du mauvais pied. Mais moi, j'ai envie de dire, on n'a pas le temps aujourd'hui de faire le bilan. Il faut sortir de ça. Et oui, moi le premier, par des actions probablement judiciaires, on ira demander des comptes à tous ces gens-là. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas dire à des assesseurs, allez tenir les bureaux de vote, vous ne risquez rien. De toute façon, le masque n'est pas utile. Il n'est utile que si vous êtes malade. Donc, on entend
pour aller protéger les autres, et que la première hécatombe parmi la population, ce sont tous ceux qui ont participé aux élections municipales, qui ont tenu des bureaux de vote, à qui on n'a jamais rendu hommage, pour lesquels on n'a jamais créé de fonds d'indemnisation des victimes. Je vous rappelle qu'on nous a dit que nous étions en guerre contre un virus. Il y a des victimes de guerre, et on est victime, et en plus on est victime dans l'exercice de notre devoir, parce qu'à l'époque, j'étais un élu, de tenir un bureau de vote. Donc on a permis l'exercice de la démocratie, puisque si personne n'avait tenu de bureau de vote, ces élections municipales qu'on a maintenues coûte que coûte, je ne sais pas pour qui et pourquoi d'ailleurs. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, c'était le quoi qu'il en coûte, exactement. À un moment donné, il faudra rendre des comptes. Moi, aujourd'hui, je suis dans une posture de dire, sortons de tout ça, parce que et ça, c'est plutôt mon côté professionnel, financier, mais aussi je suis économiste de formation, c'est qu'on ne pourra pas tenir comme ça éternellement. On peut pas tenir, il faut remettre un peu, on a vu, le pays repart, mais on est loin d'atteindre ce que nous avions avant 2019, parce que moi, ce que je crains, je vais vous donner un exemple, et c'est très bien, le gouvernement a soutenu les entreprises, et c'est très bien, mais en moyenne, vous avez 30% des entreprises qui meurent chaque année, qui font pour faillite parce que manque de compétitivité, manque de compétences, manque de chiffre d'affaires, etc. Le taux des faillites est tombé quasiment à zéro, ce qui n'est pas naturel et réel. Moi, ce qui me fait peur, c'est quand l'État va enlever ça. Oui, ça va exploser. C'est-à-dire celles qui avaient des subventions, mais qui étaient des entreprises qui étaient en bonne santé, et parce qu'on ne peut pas couper tout le monde, mais celles qui étaient en mauvaise situation, vous imaginez ce qui va se passer? On va avoir des dizaines, des centaines, des milliers d'entreprises du jour au lendemain qui vont fermer. Maxime Bizary, justement, vous entendiez à Sinamawi lorsqu'elle parlait, évidemment, elle parlait du RER-B et du RER-D, et toutes ces personnes qui sont justement en promiscuité, dans le même espace, sur des fonctions qui sont peut-être pas télétravaillables. Je pense à des fonctions subalternes de dames de ménage et autres. Est-ce que vous pensez que sur le télétravail... Ceux qui produisent, les producteurs. Oui, exactement, les agents de sécurité et autres. Mais est-ce que vous pensez que l'inspection du travail, à un moment, ne devrait pas s'en mêler et aller voir les entreprises qui ne jouent pas le jeu du télétravail et qui, pour le coup, mettent peut-être en danger ou en péril leurs employés? Alors, ce sera la dernière question du sujet. Aujourd'hui, les restrictions de télétravail, enfin, l'obligation autant que possible du télétravail s'arrête le 4 octobre. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une entreprise qui va prolonger cela, parce que la réalité, c'est que, faut le dire aux entreprises, il n'y a pas de perte de productivité. On ne donne pas le télétravail. C'est pas une grâce qu'on offre aux salariés. C'est un mode d'organisation qui vous permet d'être autant, voire plus compétitif. Il faut savoir le doser, il faut savoir quand même avoir un peu les employés pour des questions d'engagement, d'identification, etc. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que le télétravail, c'est pas une grâce. Effectivement, c'est un outil dont vous devez vous saisir et dont la nation a besoin que vous vous saisissiez pour éviter tous les drames qui ont été évoqués précédemment. Et encore une fois, saisissez-vous des études. Le télétravail, ça a d'autres gains par ailleurs sur la circulation, sur la qualité de vie. Effectivement, on va y arriver. Et je pense que c'est les grandes entreprises qui maintiennent. Je pense que ça va créer un certain phénomène d'inspiration pour les plus petites structures qui sont peut-être un peu plus craintives pour passer le pas de la distance. Mais oui, on va y arriver. Très bien. Nous allons passer au sujet suivant, qui est le contrat des sous-marins australiens. Alors, la grande question, c'est la France est-elle fait berner? Tout de suite, la vidéo. On va revenir avec vous sur ce coup de poignard infligé par l'Australie à l'industrie de la défense française. La rupture du contrat pour l'achat de 12 sous-marins français. La presse en parlait comme le contrat du siècle. Contrat du siècle parce que jamais la France n'avait signé une telle commande. Les négociations duraient depuis 2016 et le contrat avait été finalement signé en février 2019. La ministre des Armées, Florence Parly, avait fait le déplacement à Canberra pour l'occasion. 12 sous-marins pour un prix originel de 35 milliards d'euros. Mais le coût a rapidement augmenté et a avoisiné les 60 milliards d'euros selon les estimations. Autant dire que la déception ici en France, elle est immense. Quelles vont être les conséquences pour l'industrie française ?
bien, je dirais que Naval Group, qui est le groupe qui construit ces sous-marins, est touché, mais loin d'être coulé, car paradoxalement, les conséquences sont assez limitées. D'abord parce que ces sous-marins devaient être principalement construits en Australie. Cela faisait partie du contrat. La France transférait une partie de ces technologies. Finalement, sur les 35 milliards d'euros initiaux, seuls 8 milliards revenaient directement à la France. Et c'est donc Naval Group, l'ancienne DCNS, qui travaillait depuis 5 ans sur le contrat. Elle avait ouvert une filiale en Australie. Évidemment, les 350 emplois australiens sont compromis, tout comme les 1500 embauches qui étaient encore prévues jusqu'il y a peu. Et ici, à Cherbourg, 650 personnes travaillaient sur ce programme australien. Ce dernier représentait 10% environ de l'activité de Naval Group. Mais la direction l'assure, il n'y a pas de quoi remettre en cause l'activité de l'entreprise. Et en cela, elle se veut rassurante. Alors Maxime Bizarri, est-ce que vous pensez que la France peut se remettre de cette perte de 56 milliards? Alors, pour la petite anecdote, il s'est trouvé que j'ai travaillé à Naval Group, donc je vois un peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Et effectivement, il y a d'autres contrats, principalement de commandes publiques, avec des chiffres plus importants. Et là également, les impacts ont été... C'est une perte supportable? Les impacts ont été limités parce qu'il y avait un transfert de technologie. Par contre, c'est effectivement quelque chose de très rude porté par un pays qu'on considérait comme un allié. Il y a transfert de technologie, on peut supposer que la technologie a commencé à être transférée sur 3 ans de travaux. Donc, est-ce qu'on peut parler de transfert de technologie quand le contrat a été rompu? Est-ce qu'on peut parler d'espionnage industriel? On ne souhaiterait pas utiliser des mots pareils avec des alliés, mais ce qui a été fait est très grave. Par ailleurs, encore une fois, là, c'est pas un allié qui vient... Parce qu'il y a le rôle des États-Unis dedans, puisque c'est les États-Unis qui ont largement... demander aux Australiens de réorienter leurs commandes vers eux dans le cadre d'une alliance, donc Royaume-Uni, États-Unis, Australie. Et là, on a aussi des comptes à demander aux Américains. Des alliés là aussi qui sont à l'offensive sur l'aspect économique. Exactement, et là on voit les traces de 4 ans de Trumpisme où l'administration américaine a oublié ce que c'était la décence et la collaboration internationale. Hassina Amaoui, Oui, vous mais pensez c'est que compliqué sur parce la diplomatie française, justement, a perdu de sa superbe? Écoutez, ce que disait Eric tout à l'heure, la communication, voilà, c'est un coup rude, oui, mais en même temps, il y a alliés et alliés. Je pense que, comme vous venez de le dire, Maxime, oui, il y a 4 années de Trumpisme derrière, donc c'est assez compliqué. C'est compliqué. Alors, beaucoup plus ancien, mais je vais vous poser la question, Éric Drouche. Déjà par le passé, les Américains avaient demandé à la France de ne pas livrer ses sous-marins à la Russie parce qu'il était question justement qu'elle se retire de Crimée. Vladimir Poutine, d'un revers de main, a dit je n'en veux pas de ces sous-marins. Vous pensez que justement, cette France, je vous pose la même question qu'à Hassina Amaoui, est-ce que vous pensez que la diplomatie française est en recul et qu'elle n'a plus aujourd'hui le poids qu'elle avait il y a quelques années? Moi, je regarde la situation, je vais commencer par ça avant de vous répondre. Je regarde la situation géopolitique, géostratégie. L'Australie est le premier pays qui a fait un recours contre la Chine par rapport au Covid et qui demande des comptes. C'est le premier pays qui l'a fait et qui rend responsable la Chine sur une attaque chimique par rapport au vaccin. Les États-Unis, c'est pas la première fois qu'ils démontrent qu'ils veulent faire cavalier seul et ils veulent militairement démontrer qu'ils sont toujours les plus forts. Moi, je regarde dans le programme d'Emmanuel Macron. La France est trop gentille avec ses alliés? La France est enclavée dans une problématique complexe européenne. Et Emmanuel Macron, dans son programme, avait prévu une armée européenne, rappelez-vous. Et aujourd'hui, je pense que la France, notre pays, qui est une grande puissance, qui est une puissance militaire, qui est une puissance intelligente, qui est une puissance économique, devrait regarder cette situation de coup bas, cette situation délicate, comme le moyen
de prendre l'hégémonie et de créer cette armée européenne avec nos alliés allemands. Voilà ce que je pense. Pour pouvoir compter sur l'échiquier mondial. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde au niveau diplomatique, on peut prendre ça comme une insulte, comme un manque de respect, comme un coup bas, comme un non-respect des contrats, même si dans le contrat c'était prévu. Puisque l'entreprise où vous avez travaillé, elle est indemnisée. Elle va faire une procédure, mais elle est indemnisée partiellement. Vous n'avez pas l'air d'accord. C'est comme dans les divorces, il faut invoquer une raison. La rupture du contrat, oui, il y a une clause de rupture, mais il faut quand même avoir une raison valable pour l'enclencher. Non, je suis d'accord, mais d'abord, on gère l'urgence. L'urgence, c'est quand même de retomber sur ses pattes, parce qu'il y a quand même de l'argent qui est investi. Donc, je ne dis pas que l'entreprise qui avait le contrat des sous-marins, elle va gagner quoi que ce soit. Je dis juste que d'abord, au premier degré, il y a une procédure qui permet de récupérer l'argent qui a été investi sur la période. Donc ça, c'est déjà... je ne dis pas que c'est satisfaisant. Je dis que c'est ce qui est prévu dans le contrat. Et ensuite, je pense que l'entreprise, c'est une chose, mais après, il y a notre pays. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les Américains, le Royaume-Uni et l'Australie qui font bloc commun au niveau militaire, au niveau mondial. Et la Chine et le trublion, parce que par rapport au Covid, c'est pas clairement affiché, mais l'Australie commence à dire et commence à demander des comptes à la Chine sur le Covid. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un moyen? Parce que, juste une petite donnée supplémentaire vite fait, la Chine renouvelle chaque année sa flotte, sa marine nationale, elle la renouvelle chaque année. Chaque année, c'est énorme. Son arsenal naval est non, c'est bateaux, c'est porte-avions, voilà. En sachant que la Chine a acheté des ports partout, y compris en Afrique. Y compris en Afrique. Moi, je suis très inquiet parce que, pour moi, je ne veux pas faire peur à nos auditeurs, mais pour moi, c'est une marche en avant d'une expansion. Karim Alouache, vous qui êtes justement dans la finance internationale, 56 milliards, c'est une alors grosse perte. moi, d'abord quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit ça c'est un coup qu'aurait pu faire Trump, mais parfois celui qu'on a nommé un peu le clown ou autre, ou le fou, ce que vous voulez, il n'est pas allé jusque là. Et ceux que vous pensiez être vos amis ne sont pas forcément vos amis et probablement vos ennemis, en tout cas sur le plan économique. C'est un coup des États-Unis et de la Grande-Bretagne, il faut l'avoir en tête. Hein. Si vous vous souvenez bien, quand la Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne avec le Brexit, Trump et tout le monde criait au scandale. Trump a dit « Allez-y les gars, sortez, moi je suis là, on va faire du commerce à deux ». Biden a beaucoup critiqué Trump, mais il a bien gardé ça dans sa tête et l'image du président et son rapport à l'humain et autres, peu importe, on s'en fiche. En réalité, ce qui nous intéresse, sa position, elle n'était pas si folle et si idiote pour les Américains. Ce qu'il faut savoir, contrairement à l'Europe et à la France, aux États-Unis, quelle que soit votre religion, vos origines, votre couleur de peau, etc., tout le monde est derrière l'étendard américain, c'est US before, c'est d'abord les États-Unis, quoi qu'il arrive. Moi, ce que je vois se profiler aujourd'hui, on a tous besoin de trouver aujourd'hui une alternative à la Chine, parce que la crise du Covid, je vous rappelle que pour l'instant, la Chine a refusé toute commission d'enquête sur place, parce que c'est vrai, on a tous besoin un jour de savoir ce qui s'est passé. On sait tous qu'aujourd'hui, le pangolin, tout ça, c'était de la fumisterie aussi, hein, et que quand on construit deux hôpitaux monstrueux au pied levé comme ça, c'est que c'est pas bénin et que c'est pas rien ce qui s'est passé là-bas. Puis en plus, après, ils nous ont fourni les masques. Tant qu'à faire... Mais carrément, j'irai pas la jusque-là. France peut s'en remettre? Comment? 56 milliards. La France peut s'en remettre de cette perte? De ce manque à gagner? Moi, je trouve que oui, vous avez raison entre, 56 milliards 56 milliards, c'est ce qu'on vous paye, c'est parce que ça vous coûte. Donc il faut mettre les deux en balance pour savoir ce qui vous reste à la fin. Moi, je ne peux pas dire que c'est anodin, que c'est infime. Bon, c'est pas grave. Si, c'est grave.
C'est grave parce que pour moi, c'est pas 8 milliards, c'est beaucoup plus. Parce qu'on vous parle des emplois directs, mais vous savez que, comme les grands constructeurs aéronauticaux, il y a énormément de dizaines de milliers d'emplois indirects parce que tous ces groupes-là utilisent des sous-traitants. Donc il va y avoir quand même des effets en cascade. Des sous-traitants qui ne sont pas forcément sur leur propre territoire. Non, mais voilà. Certains le sont, d'autres non. Mais on ne peut pas dire qu'on s'en fiche ou que c'est indolore. Oui, on va s'en remettre parce que nos chantiers, les chantiers navals en France sont bien, marchaient bien avant la crise et vont continuer à bien marcher. Mais on va payer quand même des ponts, on ne va pas s'en sortir indemne et il va falloir entamer ensuite des procédures et des discussions d'indemnisation. Moi, ce qui m'épate, c'est l'audace et c'est le mépris. Moi, ce que je vois se dessiner aujourd'hui, c'est que les États-Unis se sont mis avec le Commonwealth, tout simplement, parce que tout le monde doit trouver une alternative à la Chine. On ne peut pas continuer à dépendre à ce point de la Chine. On n'est pas en guerre contre la Chine. On s'est rendu compte, vous avez vu qu'aujourd'hui, on ne peut plus produire un certain nombre de voitures parce qu'il nous manque des composants électroniques. Et que les chaînes de production, on ralentit la cadence parce qu'on ne peut pas produire. On n'avait pas de masques en France parce que d'abord, il y a eu des bêtises avant qui ont été faites, on les a détruits, mais surtout parce qu'on dépend de la Chine pour la production. Maxime Bizarri, vous voulez réagir par rapport à ce sujet? Vous partagez l'avis de Karim Alouache sur l'aspect économique? Non, je voulais plus parler de l'aspect géopolitique, sans faire de manichéisme. C'est vrai que les États-Unis réorientent leur alliance non plus vers l'Atlantique Nord, ce qui a été historiquement l'OTAN. On peut acter avec cette action le début de la fin de l'OTAN, même si ça fait déjà quelques années qu'on en parle, avec le désengagement des États-Unis en Europe, parce qu'ils ne sentent plus... Le machin qu'appelait, le général de Gaulle l'appelait le machin. L'OTAN, déjà par le passé. En tout cas, ce dispositif, ils ne ressentent plus ce besoin parce que la Russie n'est plus vécue comme une superpuissance menaçante. Là où, effectivement, ces messieurs, madame ont bien précisé qu'aujourd'hui, les États-Unis ressentaient beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de la Chine, l'Australie encore plus, puisque c'est sa zone d'influence, et donc réoriente son alliance militaire à l'ouest. Le problème, c'est la manière absolument effectivement condescendante et non coordonnée de faire ça sans prévenir l'allié. Puis nous sommes présents au Pacifique. Nous avons des îles, etc. Nous avons des positions maritimes. Et stratégiques. On aurait dû être consulté dans le cadre de cette alliance si vraiment le but c'est de faire un bloc commun occidental. Donc oui, il y a quelque chose de pragmatique qu'on peut voir, mais il y a une espèce de mépris qui doit être considéré. Effectivement, l'avenir pour les Européens, à mon avis, c'est l'Union européenne. Les souverainistes expliqueraient que c'est juste la France. Moi, j'en suis pas sûr. Je pense qu'on aurait effectivement intérêt à ce que ce projet de défense de l'Europe aboutisse. La bienveillance envers ses alliés ne paye plus aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas être, naïf. Ça n'a jamais existé. Ils avaient un intérêt à la... Je crois qu'on assiste à un grand tournant sur le plan géopolitique et économique, et tout le monde se pose ces questions de souveraineté et de dépendance aussi. Et moi, je crois que les Américains... Vous savez, ils étaient au G7, je crois, quand ils se sont réunis entre eux, puis après ils ont discuté, et ils ont serré la main de Macron, et puis derrière, ils ont dit, bon allez les gars, on va boire une bière, parce que là, je pense qu'on est en train de faire un bon coup. Maintenant, on sait que c'est possible. C'est ce qui change, Ça sera le mot de la fin sur ce deuxième sujet. On va passer au troisième. Le débat Mélenchon-Zemmour. Doit-on débattre avec un candidat non déclaré? Et la deuxième question, Mélenchon a-t-il à perdre? Tout de suite la vidéo. Et vous allez vous tenir à votre place d'un pays dont l'économie est déclinante, qui est géré par quelqu'un qui est un énergumène, qui s'appelle Monsieur Chaobleu, qui trouve cette invention absolument folle de faire un budget à l'équilibre l'année où on peut emprunter avec des taux négatifs et s'en vanter. Elle n'est pas folle, c'est la politique de leur démographie, vous l'avez dit vous-même. Je l'ai très bien expliqué d'innombrables fois. On n'a pas la même démographie. Mais nous sommes puissants, forts, et nous ne cédons pas. L'euro n'a pas à être allemand, il peut être français. Quant à la France, elle dispose de moyens extrêmement importants de se faire entendre. Nous sommes le deuxième contributeur de l'Europe. Nous contributeurs nets pour 6 milliards d'euros. C'est nous qui garantissons le mécanisme européen de stabilité financière. Si les Français disent non, les choses ne se passent pas. Or, Hollande et Sarkozy ont dit tous les deux oui. Eh ben oui, ils disent oui pour sauver la construction européenne, parce qu'ils estiment que c'est plus important. Non, ça n'a rien à voir avec l'Europe. Vous, ce que vous n'aimez pas dans l'Europe libérale, c'est l'Europe. Moi, ce que je n'aime pas, c'est le libéralisme. Alors Éric Drouch, concernant justement ce débat, alors juste pour l'histoire, cet échange est ancien.
juste pour rappeler, sur ce débat Mélenchon-Zemmour, est-ce que vous pensez que, d'abord, est-ce qu'on peut débattre avec n'importe qui? Et la deuxième chose, surtout avec une personne qui n'est pas candidate? Ben, sur le principe de droit, on peut débattre dans notre pays, heureusement, jusqu'à aujourd'hui. On peut débattre avec n'importe qui. Après, les chaînes, elles invitent qui leur semble. Après, si vous me posez la question de savoir... Elles n'invitent pas tout le monde. Non, mais elles choisissent d'inviter des personnes. Et là, en l'occurrence, vous parlez de M. Zemmour et de M. Mélenchon. Après, si vous me posez la question de ce que j'en pense, oui, c'est autre chose. Sans parler de politique, c'est que M. Zemmour n'est pas candidat, apparemment. Déclaré. Et M. Mélenchon est candidat, puisque à chaque élection, apparemment, il est candidat. Donc, voilà. Après, si on parle des programmes, je m'intéresse pas à M. Mélenchon et encore moins à M. Zemmour, en sachant que M. Zemmour il passe quasiment tous les jours à la télé et que... À qui profitera le débat selon vous? Moi je pense qu'il profitera à personne, puisque je vais dire ce que je pense. Du populisme d'un côté et du populisme de l'autre, avec des versions différentes, avec de la stigmatisation d'un côté du clientélisme avec M. Mélenchon et de l'autre côté de la stigmatisation à outrance, avec des vérités, mais des vérités qui sont totalement après contredites par des choses qui sont impensables en 2021. Donc moi je pense qu'il faut un peu plus de sérieux, parce qu'on oublie une chose. Je termine avec ça, on oublie une chose. Président de la République, c'est quelque chose d'éminemment important. On a été tous ici autour de la table, je pense, éduqués avec le principe et le respect des valeurs, des fonctions et des hautes responsabilités, surtout comme un pays comme le nôtre, avec une grande histoire et un grand passé et j'espère un grand avenir. Donc soyons un petit peu sérieux, voilà. J'attends moi d'un président que ce soit quelqu'un qui soit responsable, expérimenté et qui puisse permettre enfin à notre pays de vivre bien et de vivre ensemble. Alors Hassina Maoui, vous allez regarder le débat ce soir? Non. Non, vous n'allez pas le regarder? Non. Mais alors pour le coup, on a longtemps parlé de la lepénisation des esprits. Aujourd'hui, on se retrouve avec une personne non déclarée qui justement a déjà été condamnée pour incitation à la haine raciale. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un danger pour la démocratie? Éric Zemmour n'est pas homme politique. La tribune qui lui est Vous pensez que ce débat n'a pas lieu? Enfin, il n'a pas existé. Comme disait Éric, on peut débattre en démocratie avec n'importe qui, mais pas de n'importe quoi non plus à grandeur d'écoute. Je ne vois pas l'intérêt. Ce monsieur a une tribune quotidienne, que ce soit dans la presse écrite ou audiovisuelle. Donc ce monsieur tient des propos qui n'engagent pratiquement que lui, mais malheureusement relayés à longueur de journée. À un moment, on a envie de dire stop, stop. Je veux dire, je ne vois pas l'intérêt, c'est la banalisation quelque part du racisme latent, ambiant, que beaucoup pensent, mais que lui dit sur la place publique. Il ne me parle pas, il ne me parlera pas, je ne regarderai pas le débat, avec le respect que j'ai pour ceux qui occupent la fonction, parce qu'un homme politique, qui soit député, sénateur, ministre ou président de la République, je veux dire, il ne joue pas au billes dans une cour d'école. À un moment, c'est quand même des positions, ça dépend de qui on parle. Mais... Je pense qu'un certain nombre de personnalités politiques qui ne sont pas du tout exemplaires aujourd'hui. Certains ne sont pas à leur place. Certains sont pas à leur place. Donc à un moment, rajouter, j'allais dire, du grotesque au grotesque, non, c'est trop. C'est trop. Maxime Bizarri, justement, le fait d'inviter les deux extrêmes, l'extrême gauche d'un côté, l'extrême droite ou la droite extrême, vous apprécierez la nuance. Est-ce que justement vous n'avez pas le sentiment, vous qui êtes membre du Conseil national du MoDem, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les partis dits fréquentables, gauche, centre et droite, sont un petit peu privés du débat et qu'on essaye de faire justement du populisme en permettant à ces deux intervenants justement d'avoir tribune et pour le coup, on imagine aisément qu'il y aura de l'audimat ce soir? Alors je vais parler avec deux casquettes. La première, c'est celle d'un
d'un passionné de la politique qui fait des podcasts pour résumer l'actualité politique, et la deuxième en tant que sympathisant du centre. Moi, je suis au contraire très content que le débat ait lieu. Je rappelle, vous êtes au Modem. Je suis au Modem, en effet. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen n'a jamais été autant abaissée dans son accession au pouvoir que le jour où elle a dû débattre. Avec ce fameux débat du second tour en 2017 qui a durablement écorné sa crédibilité. Donc aujourd'hui, les deux protagonistes, ils ont des enjeux. Monsieur Mélenchon n'est plus dans une perspective de marquer le coup. Il est dans un âge où c'est aujourd'hui ou rien. Donc il doit rassembler la gauche. Je crois que c'est sa dernière chance. Je pense qu'on est à un âge raisonnable. Est-ce qu'il a une chance surtout? Et ben, sa chance, c'est de rassembler la gauche, et du coup, il n'y a rien de tel pour unir la gauche que de taper sur l'extrême droite. À droite, M. Zemmour, il est sur une forme d'ascension dans les sondages. Aujourd'hui, il n'est pas candidat, mais il a tout d'un candidat. Il a des militants, il a des conseillers, il commence à avoir des financements. La question, c'est est-ce qu'il va se présenter et quelle crédibilité il a à l'extrême droite face à Marine Le Pen, qui justement a été décrédibilisée sur du débat. Donc, lui veut montrer qu'il est une alternative à Marine Le Pen. Et ce soir, il y en a, à moins qu'il y ait match nul, il y aura un des deux qui va être durablement écorné. Mais Éric Zemmour risque-t-il pas d'être justement le caillou dans la chaussure de Marine Le Pen en nivelant Absolument. ses voix d'extrême droite sur sa candidature et sur la candidature de Marine Le Pen? Moi, si j'étais un militant de gauche, j'ouvrirais du champagne à chaque fois que Éric Zemmour parle, parce qu'il affaiblit cette section de l'extrême droite, et qui fera que, si les deux candidatures coexistent, aucune n'ira au second tour. Karim Alouache. Moi, je n'ai pas du tout la même lecture que vous, et je me pose toujours la question à qui ça profite. Alors, est-ce qu'on peut débattre avec n'importe qui? Oui, heureusement qu'on peut débattre. C'est la moindre des choses. Moi, je me pose la question, à qui profite la candidature de Zemmour? Aujourd'hui, on sait tous une chose, c'est qu'à n'importe quel candidat à peu près, qui n'est pas dans les extrêmes, qui au deuxième tour est en face de Marine Le Pen, il gagne. C'est à peu près ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette médiocrité politique. C'est parce qu'on ne cherche pas à séduire les électeurs, on cherche à être au deuxième tour en face de Marine Le Pen. Et on sait que derrière ça, si elle reste je termine, et derrière ça, le peuple va s'associer et c'est gagné. Voilà, parce que c'est pas un vote d'adhésion, c'est un vote contre quelqu'un, contre l'extrême droite. Et là, on est inquiet. Parce que Marine Le Pen, on se pose beaucoup de questions. On n'est plus aussi à l'aise de sa qualification au deuxième tour. Pas du tout. Alors on va me dire, oui, mais Éric Zemmour, il prend des voix de Marine Le Pen. S'il se présente. Celui qu'on veut éliminer, parce qu'il a quand même un peu été embêtant, et il gêne tout le monde, c'est Mélenchon. Même s'il est en baisse de régime, moi aujourd'hui, pour moi, Mélenchon ce soir a tout à perdre. Et il va tout perdre. Et puis à la limite, si les deux extrêmes sont lamentables ce soir, on est content et on les élimine les deux. Mais par contre, oui. Et je pense que Mélenchon va se casser la figure ce soir et que c'est la fin pour lui. Mais ça, c'est un extrême et moi je suis contre tous les extrêmes quels qu'ils soient. Par contre, si Zemmour ressort... Alors oui, bien sûr qu'il est passé du côté des hommes politiques et il a la posture d'un candidat. Est-ce qu'il est candidat à ce stade? Oui. Et je trouve que le CSA a bien fait de prendre la décision qu'ils ont prise de lui décompter son temps de parole. Même s'il vend son bouquin, il en profite. Pour faire une campagne électorale, il faut de l'argent. Il faut beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et si vous n'avez pas les reins solides, si vous n'avez pas les financiers derrière vous, en général, ce sont les partis politiques qu'il faut avoir. Aujourd'hui, les candidats qu'on voit un peu s'agiter, vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont à Genève, ils sont à Monaco, ils sont à droite, à gauche, et ils sont en train de lever des fonds. Et ça, je peux en parler, c'est mon métier et je sais de quoi je parle. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On élimine Mélenchon. La gauche est contente, parce que lui, il s'en va. Je vous rappelle que l'électorat de Mélenchon, il n'est pas loin. Moi, je dis toujours, l'électorat de Mélenchon, c'est le même que l'électorat de Marine Le Pen. Hein, si j'ai pas le choix de l'un, je mets tout à l'autre, et on l'a vu dans des élections. Il y a une forme de proportionnalité entre les élections locales, entre la baisse de Mélenchon et la croissance du Rassemblement national. Donc on est dans une course et une organisation politique qui dit il faut absolument qualifier Marine Le Pen. Et si Zemmour décidait au dernier moment de ne pas se présenter,
mais d'apporter son soutien, parce qu'il est clairement affiché d'extrême droite. Enfin, on ne va pas tourner autour du pot. Là, il y a un effet catalyseur qui pourrait propulser profiter à Marine Le Pen au deuxième tour. Parce que, rassurez-vous, tout le monde, enfin, les candidats souhaitent être au deuxième tour en face de Marine Le Pen. Et le dernier point, si Macron est au deuxième tour, qu'il n'est pas en face de Marine Le Pen, il peut avoir contre lui un vote contestataire. Pour les mensonges, pour la gestion du Covid, même si tout n'est pas noir, je n'ai pas dit que tout était noir. Pour le comportement, pour la non-exemplarité du parti politique où vous êtes là, mais vous vous présentez là, et puis dans le Nord, on s'associe à la droite, dans le Sud, on est avec la gauche, et puis on a un pied dedans, on a un pied dehors. Enfin, je ne vais pas vous faire le remake des 2 dernières élections, enfin des 3 dernières, les municipales chaotiques pour la République En Marche, les départementales catastrophes, et les régionales, j'en parle même plus tellement ça a été hallucinant. C'est pas dit, hein, c'est pas gagné. Moi, je pense que Macron serait très en difficulté face à un très bon candidat de droite. Qu'est-ce que c'est pour moi un très bon candidat de droite ou un très bon candidat de gauche? C'est un candidat qui a le soutien de l'ensemble de la droite ou de l'ensemble de la gauche. Je pense que si la gauche n'avait pas pris Mélenchon au deuxième tour pour les régionales Île-de-France, quand ils ont dit on s'associe avec LFI, j'ai répondu, ils ont perdu. Et j'ai eu beaucoup de messages ou d'échanges avec des gens qui m'ont dit, ça fait 70 ans que je vote à gauche, pour la première fois je vais voter Valérie Pécresse, parce que tout sauf Mélenchon. Maxime Bizarri, justement, sur cet électorat, je vous ai vu réagir. Vous pensez que c'est le même électorat, l'extrême gauche et l'extrême droite? Alors c'est pas le mien, mais par respect pour les électeurs, moi je trouve qu'il est quand même convenable de dire que quand on vote à gauche, on vote à gauche, quand on vote à droite, on vote à droite. Oui, il y a un vote populaire qui est disputé par ces deux personnages, mais dire que ce soit si étanche entre les deux, c'est aller un peu vite. Mais par le passé, l'électorat ouvrier votait traditionnellement communiste. Aujourd'hui, il vote Rassemblement National. Ça dépend des secteurs, ça dépend des élections. Ça dépend des électeurs, ça dépend des élections. On nous expliquait que les jeunes votaient extrême droite. C'est vrai qu'ils ont voté un peu plus à gauche sur les élections précédentes. Oui, il y a une question d'étanchéité du vote populaire, mais il n'y a pas que le vote populaire qui fait ces deux électeurs. En tout cas, sur l'Europe, les programmes sont identiques. Si je me permets de répondre, on ne va pas tourner autour du pot. En général, quand ça sera la dernière intervention sur le sujet. La masse des gens qui votent dans les extrêmes restent dans les extrêmes s'il n'y a plus les deux choix. Là-dessus, on ne va pas se mentir. Les classes CSP+, ça ne vote pas extrême droite. C'est plus des positions libérales, économiques ou fiscales. C'est ça qui est important. Je suis étonné quand je passe dans des facs de droite. Et juste pour vous corriger, ce n'est pas une question de respect, c'est une question... Ce sont des statistiques et de réalité. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que j'ai un manque de respect pour ceux qui votent l'extrême droite ou pas. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est de dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde politique qui fait des propositions, qui construit. On est dans un monde politique qui ne fait que de la stratégie. On joue. Je vais faire une comparaison très rapide. Je joue à Paris, demain je signe à Lyon. Je joue au PS, demain je joue à LREM. Après-demain je joue au Modem et puis après-demain je joue au LR. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est pour ça que les gens ne croient plus. Il n'y a plus de conviction. Il n'y a que des intérêts perso, des volontés personnelles. Vous savez, vous l'avez entendu comme moi, on dit que la candidature de Valérie Pécresse, c'est pour être Premier ministre, si Macron gagne. Bon, quand on en arrive là... Ça sera le dernier mot du troisième sujet. Nous allons passer au sujet suivant. La primaire écologiste, alors c'est Sandrine Rousseau qui le dit, je serai au second tour de l'élection présidentielle de 2022. La vidéo. Ce que je porte est un projet de pacification en réalité de la société. C'est-à-dire de faire en sorte que chacun y ait sa place, que chacun y ait les mêmes chances, quel que soit l'endroit où il naît, sa couleur de peau, son nom, son sexe, sa sexualité, son handicap ou pas. C'est ça que je porte, c'est tout. C'est tout. Et vraiment, je vous assure que c'est un projet qui, s'il paraît révolutionnaire en France, c'est que l'on n'a pas encore déconstruit les discriminations qui sont dans notre société. Mais qu'il faut le faire.
On a besoin de le faire. Sandrine Rousseau, vous vous présentez malgré tout comme radicale. En tout cas, vous proposez un projet écologique radical. Vous l'avez dit il y a un instant. Cette radicalité, elle a fonctionné pour vous, pour la primaire des Verts. Est-ce que cette radicalité, elle peut fonctionner si vous êtes la candidate des Verts pour convaincre les Français? Mais la radicalité aujourd'hui est une nécessité. On a eu une étude qui montrait que 75% des jeunes du monde entier étaient extrêmement inquiets sur l'avenir. Alors, vous parlez de cette étude, mais il y a aussi des sondages. Et quand on regarde les sondages, vous êtes crédité de 2% des voix. Yannick Jadot, 6%. Ce sondage a été fait il y a 3 semaines et en l'occurrence, les 2%. Non, c'est celui non, d'aujourd'hui. les 2%. Non, oui, mais les personnes ont été interrogées il y a 3 semaines. Et par ailleurs, 2%, c'est exactement le score qu'on me donnait au début de cette primaire. Exactement. Donc vous exactement. Vous plus que ça. Et là, je suis au second tour. Et ce que je vous promets, c'est que je serai au second tour de la présidentielle. Alors, Hassina Amaoui, je vous pose la question en premier, étant la seule femme sur le plateau. D'abord, est-ce que vous pensez que la France est prête à avoir une présidente? Et est-ce que vous pensez que Sandrine Rousseau, dans l'hypothèse où elle sortirait vainqueur de la primaire écologiste, serait susceptible de devenir présidente comme elle le prétend? Bah écoutez, une femme compétente à un poste clé, pourquoi pas. Une femme incompétente, bah, passe son chemin. Alors moi, ce qui me désole, c'est la multiplication des candidatures, à gauche, à droite, au centre, ailleurs. Oui, mais est-ce que c'est pas un bon signe de démocratie, justement, d'avoir plusieurs candidats? Oui, mais à un moment, faut aussi assumer ce qu'il y a derrière. Si le délitement, excusez-moi, quand vous voyez les mêmes députés, les mêmes sénateurs qui sont là depuis X années, des décennies, avec une casquette différente à chaque fois, la soupe est bonne. Voilà, donc on peut multiplier les candidatures. Si à la fin c'est toujours le même qui est élu, je vois pas l'intérêt. Mais bon, rassembler, c'est bien, mais pas n'importe comment. Après, pourquoi pas, si elle y croit et qu'elle s'investit, why not? Karim Alouache, vous pensez que les écologistes ont une chance? Moi, je vais vous dire une chose. D'abord, je suis contre tout ce qui est radical. On lutte contre le radicalisme, donc je suis contre l'écologie radicale. Ça, c'est la première dont choses. se prétend voilà. La deuxième chose, Sandrine je pense Rousseau. que certaines femmes nuisent à la croissance et à l'image des femmes par leur côté. Vous savez, ça me fait penser un peu à Ségolène Royal, qui a un côté un peu dictatorial. Moi, je suis d'accord avec vous et je vous remercie pour vos propos. Vous avez raison. C'est la compétence, c'est pas parce que c'est une femme. Tout à fait. D'accord, ça c'est la réalité. Mais la société est prête à avoir une femme présidente? Moi, je pense que la France est prête à avoir une femme ou un homme compétent à la tête du pays. Parce qu'on vient de traverser une crise grave et on sait que maintenant c'est possible. Et on sait qu'il faut vraiment un patron là-haut qui gère. Et qui gère. D'ailleurs, on le dit tous. Regardez quand on analyse le gouvernement actuel. On a l'impression que vous avez Macron qui est jugé pour lui-même, mais qui est différent de son gouvernement, où il y a beaucoup à dire sur les ministres, beaucoup à dire. Et vous avez, on ne refera pas le débat sur les députés, hein, on en a assez parlé. Et ensuite, vous avez un mouvement qui s'appelle La République En Marche, qui dit être un mouvement qui est un parti politique, le plus riche de France, hein, je vous le rappelle, et qui derrière est complètement chaotique à la ramasse. C'est vidé de ses militants, parce qu'au bout d'un moment, bah, vous y avez cru, et puis vous ne croyez pas parce que les magouilles, les copains, la politique des copains, t'as un ancien PS, je suis un ancien PS, je t'aide, etc., etc. Moi, j'ai fait une émission de radio, il se trouve avec elle, il y a un peu plus d'une semaine. Vous savez quel était un de ses thèmes? C'était moi, je ne suis pas croyante, et je veux des musulmans modérés. Et je lui dis, mais c'est quoi un musulman modéré? D'abord, que fait le sujet? 2, c'est quoi être un musulman modéré? Ça ne veut, pour moi, rien dire. Ça en dit long sur ses positions. Sincèrement, ça en dit long. La troisième chose, et je vais finir avec ça, les primaires, c'est du bidon. Pourquoi c'est du bidon? Parce qu'elles sont ouvertes à tout le monde, même si vous n'êtes pas dans le mouvement. Ça n'a pas de sens. Seuls les militants, pour moi, à mon sens, peuvent choisir. Seuls les adhérents. Mais bien sûr, mais c'est normal. Moi, demain, je vais vous prendre... C'est combien, je crois, 1 euro ou 2 euros pour voter? Ben, je vous fais des tickets à 50 000 euros et puis je vous fais gagner n'importe qui à la primaire. C'est facile. Et puis, vous avez vu comment on crée? On prend un automate aujourd'hui, tac, 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 on paye, on peut mettre 10 fois le même moyen de paiement, 1000 fois le même moyen de paiement. Ça n'a
aucun sens de faire des primaires avec des gens de l'extérieur. Parce que si moi j'ai un peu d'argent et que je suis candidat de l'autre côté, eh ben je fais gagner à la primaire le plus mauvais candidat du mouvement. Et c'est ça la réalité. Après, on verra bien ce que ça dira, mais dès l'instant que ça sort du cadre, je vois même plus l'intérêt. Dans ce cas-là, vous savez ce qu'on fait. On fait même pas de primaire, tout le monde se présente et c'est le peuple qui choisit. Maxime Bizary, justement, vous défendez une écologie au centre à travers vos interventions. D'abord, première question, est-ce que l'écologie appartient à la gauche ? Alors, moi, je ne me retrouve pas du tout dans le discours de Sandrine Rousseau. Et effectivement, je pense c'est une candidature qui a beaucoup de faiblesses en dehors du parti. Et effectivement, monsieur fait bien de souligner les doutes qu'on peut avoir sur sa qualification au second tour avec des interventions extérieures. Parce que l'élection a été serrée en plus. Et alors, je me permets un point de nuance par rapport à ce que dit monsieur. Les primaires ouvertes, ça a du sens quand on arrive aux millions de votants. Parce que là, on n'entraîne plus. Les effets à l'extérieur deviennent beaucoup plus difficiles à créer. Et puis surtout, le but, c'est de créer un allant qui va nous emmener au second tour où on montre qu'on arrive déjà à rassembler une partie large des Français. C'était le sens des primaires de droite et de gauche qu'il y a eu et qui ont été des succès. Effectivement, sur cette primaire écologiste, ça pose des questions de l'ingérence à l'extérieur. Mais Europe Écologie Les Verts, justement, qui préempte ce droit de parler de l'écologie. Aujourd'hui, on le voit bien, depuis que Europe Écologie Les Verts ne dit plus qu'il est de gauche, avance plutôt bien. Quand on entend Sandrine Rousseau, si on se souvient très bien qu'Europe Écologie Les Verts est à gauche, c'est tout l'enjeu de leur scrutin. Pour autant, même quand j'entends parler Yannick Jadot, je ne suis pas convaincu des prises de position. Il faut se souvenir que les Gilets jaunes, c'était une difficulté de communication, de décision et d'arbitrage sur l'écologie politique, sur un début de loi carbone, que les bonnets rouges qu'on a oubliés en Bretagne en 2013, 2014. De Ségolène Royal. C'était aussi une difficulté de faire accepter une fiscalité écologique. Donc la radicalité, elle me fait beaucoup rire, puisque ces gens nous expliquent que le président méprise un certain nombre de personnes, et en même temps, ils arrivent avec un projet qui... radical. Oui, qui détruit des villes périurbaines, qui met dans la difficulté les gens qui dépendent encore d'énergie fossile. Moi, je pense qu'on arrive à un cocktail absolument antisocial avec la radicalité. Vous êtes pour une écologie raisonnable et raisonnée ? Parce que si l'écologie n'est pas raisonnée, les gens ne l'acceptent pas. Si les gens ne l'acceptent pas, c'est le sujet également qu'on avait avec le Covid. Si on met en place un protocole qui n'est pas accepté par les Français, alors il ne peut pas être efficace puisqu'il n'est pas accepté par les Français. Donc une écologie qui irait à un rythme au-delà des citoyens, c'est une écologie qui serait inefficace, qui décrédibiliserait l'écologie et qui nous ferait prendre 5-10 ans de retard, et on n'a plus 5-10 ans. Éric Drouche, est-ce qu'on doit retrouver justement de l'écologie dans tous les partis, ou est-ce que justement on n'entend pas les courants écologistes des différents partis aujourd'hui parce qu'il y a cette préemption d'Europe Écologie Les Verts sur les sujets de l'écologie? En fait, quand j'ai vu l'intervention de Madame Rousseau, je l'ai trouvée intéressante parce que d'avoir du courage, je ne la connaissais pas, donc de voir ce qu'elle disait. Moi, j'aime bien les gens qui ont de l'énergie et qui se projettent dans l'avenir, qui ont de l'ambition. Donc, je suis allé voir son programme. Et je suis au regret de dire que j'ai été extrêmement déçu parce que c'est pas un programme basé sur l'écologie. C'est quoi? C'est une écologie punitive? Non, il y a quasiment rien sur l'écologie. Il y a... sujets sociétaux, principalement. Non, ouais, opération de séduction pour les jeunes et les personnes âgées. Mais j'ai envie de vous dire, il y a d'autres partis qui le font, ça. Oui. Qui draguent les jeunes et les anciens. Alors, si on parle de l'écologie pure, la seule chose que j'ai retenue qui est intéressante, qui est novatrice et qui, pour moi, est essentielle, c'est d'arrêter de polluer, de faire des marées noires, et qui ait une peine qui soit prévue, une peine encourue. Pollueur-payeur? Non, pas pollueur-payeur, qui ait une peine encourue et que ça soit réglementé, parce que aujourd'hui, on peut pas faire, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut pour notre planète, parce qu'on en est tous responsables, on est tous porteurs de l'avenir de notre planète, et ça, effectivement, c'est d'écologie, c'est pas l'apanage d'Europe Écologie Les Verts, ça correspond à tous les citoyens du monde, c'est universel, voilà, et qu'il y ait une peine encourue, je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, il y a beaucoup de contresens et il y a beaucoup de choses qui sont hors du temps et hors réalité. La première, par exemple, l'arrêt de l'énergie nucléaire en 2050.
total. Impossible. L'Allemagne a essayé de le faire et a réouvert ses usines à charbon. C'est ce qui pollue le plus. Et elle achète de l'électricité. Et elle achète l'électricité nucléaire en France. Donc, moi, j'ai bien regardé le programme et il y a des choses, même si c'est pas, j'ai pas répondu totalement à votre question, Sam, je vais y répondre. Il y a des choses sur les jeunes où ça sent vraiment à plein nez la manipulation, comme un revenu chez les mineurs, à 850 €. C'est honteux. C'est honteux. C'est manquer de respect à tous les gens qui se lèvent. C'est tous les matins. C'est manquer de respect. C'est de manquer de respect au minimum vieillesse. C'est manquer de respect aux petites retraites. C'est manquer de respect à la France tout court. Voilà. C'est manquer. Oui, exactement. On fait pas des enfants pour avoir un revenu. Je me souviens quand il faisait les critiques de l'utilisation des allocations familiales. Après, sur l'écologie, il y a une réalité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est très simple. Prenez Paris aujourd'hui. Moi, je travaille à l'étranger, mais mon bureau, quand je suis en France, est à Paris. Il y a un truc très simple. Pourquoi les gens prennent leur voiture? Pourquoi moi, je prends ma voiture pour aller au bureau, alors que j'habite à 12 km de mon bureau? Parce que les transports en commun sont invivables. Sont sales, on parlait de la promiscuité, sont dangereux. La première chose, le premier acte écologique, c'est pas de faire des vélos et des pistes cyclables où un jour où il y a des morts, aujourd'hui il y a des accidents graves. C'est pas ça. C'est de mettre des transports en commun de grande qualité, de grande capacité, sécurisés, qui fonctionnent. Et recruter au local. Vous savez pourquoi moi je prends ma voiture? Je vais vous dire, il y a plusieurs raisons. La première des raisons, très rapidement, c'est que je ne mets pas plus de temps en voiture qu'en transport en commun. En théorie, en transport en commun, je devrais mettre 35 minutes. Je ne mets jamais moins d'1 heure. Ça ne fonctionne jamais correctement. Alors, je préfère être dans ma voiture, tranquillement, à passer 2-3 coups de fil, à faire ce que j'ai à faire. La deuxième chose, c'est l'insécurité dans les transports en commun. Ceux qui n'ont pas pris le métro récemment ou qui n'ont pas l'habitude, vous n'imaginez pas ce que vous croisez dans les transports en commun. Et là, on va rajouter un autre phénomène, il faut en tenir compte. Les gens ont peur d'attraper des saloperies dans le métro. Et dans les bus, c'est pareil. Voilà. Et je vous fais cadeau des RER, vous parlez je ne sais plus qui a parlé, du RERB. C'est une catastrophe. Ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez votre voiture. Donc, on va commencer par ça. Deuxième chose, c'est le sujet des transports de marchandises. Parce qu'on n'en parle pas. Mais bien sûr, on n'en parle pas. On ne peut pas avoir des voitures électriques partout. Vous savez une chose, il y a 40 millions de véhicules en France. Moi, c'est la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, écoutez, moi j'aime bien les chiffres, c'est mon métier. Il y a 40 millions de véhicules. Aujourd'hui, s'il y avait 40 millions de véhicules électriques, la France ne produit pas assez d'électricité pour recharger les 40 millions de véhicules. On fait quoi? On est juste sur l'automobile. Dernière question, Maxime Bizary. Cet été, vous avez défendu un été sans plastique. Pour le coup, vous avez été rejoint par des organisations non gouvernementales qui ont applaudi des deux mains cette initiative, mais aucun signe d'Europe Écologie Les Verts. Ils n'ont pas voulu s'associer au projet? Ça vous fait rire? Alors, oui, parce que il y a beaucoup de mal à concevoir l'écologie au-delà de la gauche, comme vous l'avez dit. Si des actions sont bien prises, à l'époque de Nathalie Kosciusko-Morizet, et d'autres organisations, si ça ne vient pas de la gauche, ça ne peut pas vraiment être de l'écologie, c'est regrettable. J'espère qu'un jour on dépassera ces problématiques sectaires. Quand on a une loi climat sur la fin du quinquennat où on essaie de donner aux citoyens la possibilité de choisir eux-mêmes le rythme d'évolution pour arriver à la transition écologique et qu'on explique que ça va pas assez, que c'est pas assez, alors qu'on devrait être content de chaque centimètre gagné sur quelque chose qui nous inquiète tous, oui, moi je trouve que ces postures sont très fatigantes. Très bien, ça sera le mot de la fin. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi ce programme. Merci à vous quatre de vous être rendus disponibles. Moi je vous dis à la semaine prochaine.